Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à BSC Télévision qui se veut être une chaîne porteuse de connaissances, porteuse d'analyse pour de nombreux Congolais qui veulent avoir de la lumière par rapport au sujet qui défraie l'actualité. Et vous le savez, ça fait plusieurs années que la province du Nord Kivu, aussi celle d'Ituri, sont les deux provinces qui sont affectées par de guerres et beaucoup d'autres maux malencontreux qui déciment nos populations. Et j'ai le réel plaisir d'avoir à Kinshasa, il est rare, c'est un monsieur que l'on trouve rarement, mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer et je le remercie d'avoir répondu à cette invitation. Il s'agit d'un confrère, Nikez Kibelbel Oka, je vous dis bonsoir. Bonsoir chers confrères, c'est un plaisir aussi de nous revoir. Vraiment un honneur de vous avoir sur ce plateau, je le présente rapidement. Vous êtes journaliste, Exactement. chercheur, mais particulièrement journaliste d'investigation, l'un des rares journalistes congolais d'investigation. Et vous avez sillonné la région des Grands Lacs africains comme reporter de guerre. Vous avez été lauréat du prix africain 2009 de la liberté de la presse, décerné par la grande chaîne américaine CNN. Et oui, vous avez été proclamé parmi les 100 héros de l'information en 2014 par Reporters sans frontières, une ONG défense des journalistes en France. Exact. Alors, je suis content de vous avoir sur le plateau. Je pense que vous allez bien, vous vous portez bien. Oui, ça va, il n'y a pas de souci, je vais bien. Je tiens entre mes mains ces trésors, cet ouvrage que vous avez écrit sur les ADF, MTM, comme on les appelle. Je l'ai reçu de vous, où vous évoquez les djihad en République démocratique du Congo, exhortation, témoignage et vitalité des ADF MTM. On ne va pas encore revenir sur les origines de ces ADF, mais on va évoquer l'actualité par rapport à ces personnes qui sont même à l'origine de l'état des sièges que l'on trouve être décrété aussi bien au Nord Kivu qu'au Sud Kivu. Plutôt aussi bien au Nord Kivu qu'en Ituri. Ouais. Alors, le phénomène a-t-il enflé ou diminué par rapport au moment où vous avez entamé des recherches sur l'origine de ces personnes? Merci beaucoup. Le phénomène, il est dynamique. Je pourrais même dire que le phénomène a gonflé, pour reprendre votre expression. Le phénomène a pris des dimensions très inquiétantes parce que le MTM, qui signifie Madina Atatawet Wal Mujahideen, c'est-à-dire que le combattant, les Mujahideen, les soldats du califat, qui se fondent sur le premier des 5 piliers de l'islam, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète, ils ont évolué parce qu'ils se sont alignés à l'État islamique. Et avec Al-Sunna du Mozambique, Al-Sunna littéralement c'est ceux qui sont derrière le prophète, ils forment la province Afrique centrale de l'État islamique, en anglais ISCAP, avec comme point central la Somalie. Donc pour répondre à votre question, le phénomène a évolué dangereusement. Depuis que nous avons écrit, d'ailleurs, il faudrait que nous y ajoutions d'autres éléments, parce que là, ils ont perfectionné leur mode opératoire, leur stratégie et leur tactique. Je vous ai vu, d'ailleurs c'est la raison de votre présence à Kinshasa, vous prenez part à plusieurs activités d'ordre scientifique, vous faites des analyses, vous avez été en avant, au devant de la scène, au niveau de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa, mais de vous tous les orateurs, tels que vous avez été alignés, visiblement, on a eu du mal à avoir une formule qui nous permettrait de définir exactement si c'est quoi le terrorisme. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion par rapport aux événements ou aux éléments, aux indicateurs qui vous ont poussé, vous, à évoquer qu'il s'agit effectivement d'un terrorisme, qu'il s'agit du djihadisme en RDC? Merci beaucoup. C'est effectivement les chercheurs, les scientifiques n'arrivent pas
a trouvé une définition unique. Et je l'ai souligné, vous l'avez même dit, cette difficulté, c'est parce qu'aussi, eux-mêmes les terroristes, ne se reconnaissent pas terroristes. Parce qu'eux, ils disent que ce qu'ils font, ils sont des altruistes. Ils luttent pour la cause des déshérités, ils luttent pour une cause noble, ils luttent pour les autres. Et ils se sacrifient. C'est comme ça qu'ils peuvent être des kamikazes. Donc, ils ne se reconnaissent pas dans les qualificatifs que nous leur donnons des terroristes ou des terrorismes. Mais il y a des éléments qui participent à la définition du terrorisme. D'abord, il y a une terreur psychologique à travers des attentats, à travers des embuscades, à travers des tueries, à travers toutes sortes de massacres. Mais il y a aussi la cible. La cible, c'est que c'est une cible anonyme, innocente même. Les terroristes ne choisissent pas la cible. Ils choisissent le moment, ils choisissent l'heure et ils frappent, même s'il y a un enfant. D'ailleurs, Albert Camus disait, il n'y a pas de raison de tuer un enfant qui est innocent. Chez eux, il n'y a pas d'innocent. Si vous êtes là, vous tombez, c'est parce que vous vous êtes retrouvé à un mauvais moment, à un mauvais endroit, un mauvais moment. Dans le terrorisme aussi, il y a l'aspect idéologique, c'est-à-dire politique. Ils combattent pour une cause. Et dans le cas d'espèces qui nous concernent, ils combattent pour l'instauration de l'État islamique. Ils combattent pour un califat. Parce que si vous vous rappelez l'histoire, jusqu'au 9e siècle, le monde était dominé par la civilisation musulmane ou islamique, avec le Caire comme le centre du monde, le Caire en Égypte. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes du ressentiment. Ils veulent restituer le Dar es Salaam, le pays de la paix où Allah a imposé la charia, a imposé les lois et où il y a la pureté. Voilà pourquoi, avec tout ce qu'ils font, avec l'idéologie, avec le Coran et la Sunna du prophète qu'ils mettent ensemble et la charia qu'ils appliquent, ils remplissent cette définition-là du terrorisme. Sémélateur pour une cause idéologique, la terreur n'importe où, la terreur psychologique, attaquer, ne pas porter l'uniforme, tout ça s'entre dans la définition du terrorisme. Et nous ajoutons islamique parce qu'effectivement, ça se base sur le Coran et la Sunna du prophète pour instaurer la charia qui est la constitution de l'islam. Vous avez même évoqué dans le livre la secte Tabligh, c'est comme ça qu'elle est définie comme étant celle-là qui est porteuse, qui constitue une sorte de nymphe ayant produit les ADF ce jour. Oui, d'ailleurs c'est une très bonne chose parce que j'ai discuté avec des musulmans qui m'ont donné leur définition du Tabligh. Des missionnaires pour la propagation de la foi. Et je leur ai dit, là vous vous arrêtez pour ça, c'est pour un bon musulman. Mais il faut ajouter, à la recherche des brebis égarées. Les brebis égarées, ce sont des musulmans qui n'emploient pas la charia, des apostates. Ce sont des brebis égarées. Parce que la guerre des djihadistes se mène à deux niveaux. Au niveau interne, c'est-à-dire entre les musulmans, ou contre les musulmans qui n'appliquent pas la charia, qui n'appliquent pas la sunna. La sunna, ce sont les faits, les gestes du prophète. Mohammed, quand il était à Médine, par exemple, laisser pousser la barbe et tout ce que vous voulez là. Ça, c'est au niveau des musulmans. Ça, c'est la fitna. Mais il y a le djihad, c'est-à-dire, le djihad, c'est convertir les gens par l'épée, par la force. Donc, j'ai dit à la définition des Tabligh, propagateur de la foi, ils sillonnent le monde à la recherche des brebis égarées pour le remettre dans l'ordre, mais aussi convertir les non-musulmans, dont les kafris, par l'épée, par la force. C'est ça les djihad. Alors, dites-moi, estimé excellent confrère, alors en quoi nos terres, celles du Kivu, Nord Kivu particulièrement, et des Litouries, sont des endroits propices que vous avez qualifiés d'espaces gris. Grises. Voilà. D'espaces gris plutôt, Voilà. oui, des zones grises. Intergrises, on peut le dire ainsi. Ouais. Alors, quels sont les éléments dont disposent ces terres-là pour être favorables à l'expansion de ces mouvements-là? L'expression zone grise signifie simplement, c'est un terme de l'aéronautique militaire. Okay. C'est là où
la boussole, si vous voulez, les radars ne montrent pas. Ok. Là où il y a le brouillard, c'est-à-dire les radars à un moment balayent tout, mais il y a des endroits où les radars ne montrent rien, les radars n'arrivent pas. Alors cette expression, quand vous le mettez dans la géopolitique, les zones grises, c'est des espaces où l'État n'existe pas. Les espaces où l'État a failli. Alors, ces espaces-là sont propices, parce que ces groupes, quand ils arrivent dans les Rwenzori, c'est le parc national de Virunga. Parc national de Virunga, secteur nord. Ils arrivent là-bas. L'État est en faillite là-bas. L'État n'existe pas. Ils s'installent. Comme nous sommes un pays hospitalier, comme nous sommes un pays où il n'y a pas de recensement, comme nous sommes un pays où les frontières sont poreuses, ils entrent, ils s'installent tout bonnement, une vingtaine d'années, et ils s'organisent. Voilà. Alors, mais la spécificité, c'est quoi? C'est d'abord la forêt. Vous voyez, ils ne le font pas par hasard. Lorsque le prophète Mohammed fuit la Mecque, il va à Médine. C'est une vie de privation. Parce qu'il va en combattant, il doit se préparer. Et aussi, ils entrent dans la forêt avec comme projection expérimenter l'exemple du prophète à Médine, c'est-à-dire une vie de piété, de pureté, appliquer la charia, donc ne rien appliquer de la corruption, ne pas être Boko Haram, qui signifie la civilisation chrétienne est mauvaise. Donc vivre l'islam comme les prophètes. Et on ne peut le vivre que dans une forêt impénétrable. Mais la forêt, il bénéficie des cours d'eau, des avantages naturels. Cette forêt, c'est aussi un domaine minier. C'est aussi un domaine où vous avez les cafés, les cacao, le bois, donc les produits d'exportation, les produits agricoles d'exportation. Donc au même moment, ils peuvent vivre des champs, mais ils peuvent aussi exploiter cette généreuse nature pour en tirer bénéfice financier. Donc voilà, ils choisissent cet endroit-là où l'État n'existe pas. C'est comme ça d'ailleurs, la guerre signifie que l'État veut récupérer ce qu'il avait perdu et réinstaurer l'autorité de l'État. Et pour réinstaurer, il faut faire la guerre. Voilà un peu. Mais maintenant, la ramification avec les populations locales, vous les avez dénoncées plusieurs fois. Oui. Et bon, on ne peut pas dire qu'il existe une communauté de criminels, mais il existe des criminels dans chaque communauté. Mais est-ce qu'il est possible que ces ADF, MTM, s'installent, parce que j'ai vu des vidéos que vous avez projetées plusieurs fois, où on voit même des enfants, où on voit des enfants tout petits, vraiment droits dans leurs bottes. Est-ce que cela peut être rendu possible sans qu'il y ait une complicité locale avec quelques enfants égarés du coin? Vous savez, chez nous en Afrique, on dit les sorciers de l'extérieur. Pour manger votre enfant, il doit bénéficier du concours de quelqu'un de l'intérieur. Donc, sans la complicité, on ne peut pas avoir des MTM. J'ai créé une théorie, j'appelle ça la théorie des abeilles. Vous voyez, les abeilles, tout le monde sait que les abeilles piquent. Mais on vous dit, vous savez, nous bénéficions du miel des abeilles. Le miel est tellement mielleux, tellement succulent que nous avons besoin des abeilles. Mais les abeilles sont méchantes lorsque vous les provoquez. Donc si vous ne les provoquez pas, nous allons manger calmement le miel, et le miel avec tous les bienfaits. Au fait, c'est ce qui s'est passé. Ils arrivent, ils épousent dans nos communautés, ils organisent les petits commerces, les gros commerces, ils vivent normalement. Et les gens s'habituent avec cette économie-là du sang, jusqu'au jour où ils sont provoqués. Bon, d'abord, ils ne sont pas provoqués parce qu'à un moment, vous avez souligné les problèmes des enfants, ils ont besoin de recrues. Il faut étendre la terre de l'islam. Il faut l'étendre. Et pour l'étendre, il commence par la conversion libre. Ce que nous appelons la séduction. Ils font la séduction, c'est-à-dire ils peuvent prêcher, ils peuvent vous dire chez nous c'est bon, venez. Mais à un moment, la séduction a des limites. Maintenant, ils font la conversion forcée. Ils peuvent arriver sur un marché, ils kidnappent les gens, mais avec injonction de ne pas tuer les enfants. Parce qu'ils ont besoin des enfants. Les enfants, ils ont une mémoire encore presque vierge. On peut les formater et aussi, les enfants jouent plus
au renseignement. Je vois. Ce sont eux qu'on met sur la première ligne. Ils enracinent les enseignements. Exact. Ils les ont depuis qu'ils sont tout petits. Depuis qu'ils sont tout petits. Et à quoi servent les personnes kidnappées? Ou bien y a-t-il une cible des personnes bien définies qui soient aptes à être kidnappées? En réalité, il n'y a pas de cible. Mais la préférence, c'est d'abord des enfants et des jeunes. Les personnes kidnappées, aussitôt que vous êtes kidnappés, vous êtes convertis. Et vous êtes soumis à cette discipline-là. À l'époque, il y a eu même une contribution à l'effort de guerre parce qu'ils ont envoyé des gens en Somalie. Bon, aujourd'hui, à quoi servent les personnes kidnappées? Mais à faire la guerre aussi. Parce que les personnes kidnappées sont comme la chair à canon. C'est eux qu'on met plutôt en première ligne. En première ligne. En première ligne, c'est eux qu'on met. Mais on a besoin des effectifs parce que cette guerre asymétrique où on a besoin de petites unités mobiles, il faut les éparpiller partout. Ils doivent faire l'infiltration, ils doivent faire tout le travail possible. Et donc on a besoin des gens. Et une république, quand vous voulez la créer, vous avez besoin des gens. Même si vous voulez faire une petite monarchie, vous avez besoin des gens. Donc ils ont besoin des gens. Parce qu'il faut étendre le domaine de l'islam. Mais en suivant les enseignements, les investigations que vous avez menées, on voit qu'il y a une sorte de connexion entre la Somalie, entre la République démocratique du Congo, et vous aviez parlé en son temps d'un pays africain subsahérien, pratiquement de l'Afrique australe. Oui. Et en Mozambique, vous avez dit qu'il y avait deux couches, si pas des régions, qui seraient contrôlées par les ADF, d'une manière ou d'une autre. Et on a vu que, dernièrement, ce qui défraie la chronique, le Rwanda est descendu sur le terrain et est en train de ramasser des victoires. Visiblement, parce qu'il y a des zones qui sont récupérées, et ainsi de suite. C'est vrai que chez nous, il y a aussi des zones qui sont récupérées, mais apparemment là-bas, ça semble être beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce qui fait que l'armée rwandaise arrive à réussir à contrôler les opérations dans un pays comme le Mozambique, et chez nous, c'est toujours des complications? Est-ce que cette guerre qui est menée au Mozambique est différente de celle que nous vivons dans la région de Beni-Ituri? Merci, c'est une question fondamentale. Bon, elle est vaste, on va essayer d'y répondre. Okay. La première difficulté que nous avons, c'est au niveau des Congolais. Les Congolais refusent de reconnaître l'identité de l'ennemi. Nous disons depuis des années, ça fait une dizaine d'années, que ce qui se passe à Beni, c'est du terrorisme islamiste. Mais vous avez les originaires, les natifs, qui disent non. Au fait, il y a une clique de Congolais, j'allais dire, instrumentalisée par l'Occident. Et je pèse bien les mots. Tous ces chercheurs et spécialistes de la RDC ont instrumentalisé une clique d'intellectuels congolais, notamment de l'Est, notamment du Nord Kivu, pour tout nier. Ça, c'est la première des choses. Pour mettre les massacres sur le dos des FRDC. Et pour, effectivement, s'attaquer à nous, à moi, compatriotes, sans vérifier ce que je fais. Je le souligne toujours. Le rôle du journaliste, ce n'est pas qu'on lui donne la raison. Le journaliste présente les faits. Un point trait. Vous devez discuter avec les faits. Mais curieusement, nous sommes objets des injures. Alors, le problème de l'identité, vous ajoutez la MONUSCO qui refuse de reconnaître l'identité terroriste de l'ennemi. Donc les FARDC sont au front, appuyés par la MONUSCO, qui ne sait pas contre qui les FARDC se battent, qui ne sait pas qui nie tout. Catégoriquement, il nie tout. Alors, le fait que les Congolais nient tout, le Rwanda, ça c'est une analyse, le Rwanda s'est dit, bon écoutez, si j'entre au Congo avec tous les mots qu'on met sur mon dos, je ne vais rien faire. Alors je prends les devants, je vais au Mozambique. Parce que le Rwanda a aussi un service de renseignement efficace. Très efficace. Oui. Donc le Rwanda sait ce qui se passe au Congo. Mais il prend les devants, il va au Mozambique. Il fait des preuves. Il combat au Mozambique, c'est la même guerre, la guerre asymétrique. Mais dans la guerre asymétrique, il y a un élément très très important. Okay. C'est la collaboration de la population. Parce que vous ne pouvez jamais gagner une guerre sans le renseignement. Et le renseignement, on ne peut l'obtenir que par et à travers la population qui vit avec l'insurgé.
Donc au Mozambique, le problème c'est la population dénonce. Chez nous, la population ne dénonce pas. Alors, c'est pourquoi l'armée rwandaise glane quelques succès. Mais imaginez un jour, après 2 ans, après 5 ans, si quelqu'un d'aventure jetait une grenade, une bombe au Rwanda, et que les services arrivaient à dire que c'est venu des islamistes en RD Congo. Mais le Rwanda, avec l'expérience qu'il a, mais il va entrer au Congo. Ne fût-ce qu'en se basant sur le droit de poursuite. Donc, nous, les Congolais, en pleurnichant, en acceptant naïvement ce que certains experts occidentaux, certains chercheurs spécialistes de la RDC disent, de ne pas reconnaître ce qui se passe, nous donnons l'occasion aux pays de la région qui ont des services, qui partagent les informations, le renseignement avec nos services de renseignement, d'avoir une avance sur nous et que demain, de solliciter qu'ils entrent dans notre pays. Au fait, nous préparons les lits. Donc le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Jusqu'aujourd'hui, on continue à appeler ADEF. ADEF, c'est quoi? ADEF n'existe pas. Jusqu'aujourd'hui, on continue à dire des présumés. Jusqu'à aujourd'hui, on commence à dire des rebelles ougandais. Ils ne sont pas... On a arrêté un Jordanien. Oui, les Jordaniens. Mais en quoi alors l'ADEF est rebelle ougandais quand on arrête un Jordanien? Donc c'est ça le vrai problème. Donc nous, Congolais, nous avons un problème. Je ne sais pas si c'est un problème mental, mais nous avons un problème, celui de tout nier. Lorsque nous, on ne comprend pas, on ne connaît pas, on fait quoi? Socrate nous a dit, posez des questions, faites l'ignorant. Posez des questions, on vous donnera des réponses. Mais nous, même ceux qui n'ont jamais enquêté, ils vous disent, non, celui-là, non, il ment. Mais il ment sur base de quoi? Nous avons des images. Donc, le fait là, notre scepticisme, accepter des réalités en face, fait que demain, d'ailleurs le président Museveni l'a dit, ce qui se passe au Mozambique et ce qui se passe au Congo, c'est la même chose. Il serait aberrant de chercher d'abord la solution au Mozambique en laissant le Congo. Il faut les traiter au même niveau. Et le président Museveni a raison, parce que la souche ougandaise des ADEF, notamment l'imam président de la mosquée, le nom de la mosquée va venir, a été arrêté au Mozambique, dans le district de Cabo Delgado. Au fait, il y a eu une fusillade à Kampala. On poursuivait des criminels et ils sont entrés dans une mosquée. Et quand on a forcé la mosquée, on a trouvé plus de 200 personnes qui devaient aller à Beni. Rwandais, Burundais et Kenyans. L'imam de la mosquée a fui et c'est une année après qu'on l'a retrouvé lors des affrontements avec les Al-Suna de la province de Cabo Delgado au Mozambique. Donc, Al-Suna, je l'ai dit, ça signifie ceux qui sont derrière les prophètes, ceux qui suivent les enseignements du prophète. Vous prenez MTM qui signifie ceux qui reconnaissent Allah comme le seul Dieu et Muhammad comme son messager, son prophète. Donc, les deux ont la même idéologie. Ok. Madame, on entre maintenant dans le... Je vais vous poser une question peut-être qui ne vous a jamais été posée. On sent avec les Jordaniens évoqués tout à l'heure que nos frontières semblent être poreuses. Quand je suis un article Radio Okapi, on montre comment monsieur est entré par Goma, il passe par Kalemi, ainsi de suite. Un véhicule a récupéré à Goma jusqu'à se retrouver à Beni, sans qu'il y ait des traces. On a attrapé le monsieur, je crois, il doit être acheminé à Kinshasa ou il est encore à Goma, je ne sais pas. Il est à Kinshasa. Les Jordaniens en question. Oui. Mais maintenant que nous allons vers une très libre circulation des personnes au niveau de la ZLECAF, ainsi de suite, est-ce que cela ne va pas nous poser des problèmes? Surtout avec l'Afghanistan aussi, qui a demandé que ceux qui veulent peut-être aller aux États-Unis transitent par l'Ouganda, ainsi de suite, et les Américains auraient accepté. Est-ce que cela ne constitue pas aussi un danger pour nous? Mais le danger est permanent, parce que les Jordaniens qui a pris comme nom de code Abu Omar. Abu Omar, c'est 2 personnes à la fois. Hein. Okay. Ce sont les 4 califes qui ont succédé au prophète Mohammed. Donc il y a Abu, il y a Omar et puis il y a d'autres. Donc ça c'est son nom de code, parce que son vrai nom, bon, ça m'échappe encore. Mais ce monsieur, quand il entre chez nous, Kigoma, Kalemi, il prend le vol CA jusqu'à Goma.
Dans son passeport, il n'y a aucun cachet. Aucun. Qui retrace l'itinéraire. Et ce n'est pas la première fois. En 2011, on a attrapé, les FARDC avec le général Kalonda Famba, qui est aussi chez. Parce que nous avons des chais aussi dans les FARDC, des musulmans. 2 Britanniques, ils ont eu le malheur d'avoir connu une crevaison de pneus de moto en plein parc. 2 Britanniques avaient été arrêtés en 2011. Ils ont suivi presque le même itinéraire avec Ethiopian, cette fois-là jusqu'à Kigali, mais dans les passeports, ils ont fait 6 mois en brousse, dans la forêt, aucune trace. Alors, c'est ça la question. La peur que vous soulevez, mais la peur, c'est le commencement de la sagesse. Nos services, il faut que la DGM puisse nous expliquer comment ce monsieur est arrivé en pleine forêt, à Beni, sans aucun cachet sur son document. Comment il est arrivé? Bon, il a pris l'avion parce que, vous savez, les passagers sont enregistrés. Donc, il y a les manifestes, j'espère que les services, on ne va pas donner des leçons aux services, j'espère que les services doivent remonter jusqu'à trouver les failles. Parce que si nous avons des services qui somnolent, des services qui jouent au jeu des enfants, si nous n'ouvrons pas nos frontières à nos pays, à nos voisins, ils entreront par la force. Parce que le monde est devenu un village. Donc, nous devons revoir notre système de défense. C'est-à-dire nos services de renseignement, services de défense et de sécurité. Et mettre des gens, des patriotes. Et nous devons aussi enseigner le civisme. Parce que ça nous manque. À quel moment un Congolais peut... Même dans le cas de la presse, nous voyons des confrères prendre des mallettes des journalistes occidentaux. Et ça, c'est incroyable. Donc, à quel moment le Congolais peut comprendre qu'il est un homme, il a de la dignité, et ce qu'il fait, il le fait d'abord pour son propre pays. Ça, c'est toutes les questions que nous devons nous poser avant de craindre ce que le voisin le fera. Nous l'avons dit, les voisins, c'est votre question. Sans notre complicité, les voisins ne peuvent pas arriver. Parce que si nous ne sommes pas complices, dès que le voisin met son nez, nous crions. Très bien. Mais si nous n'alertons pas, c'est que nous sommes complices. Donc le vrai problème, c'est d'abord à l'interne. Alors, le source des financements. Lors de votre intervention, l'un des intervenants, ils étaient 4, je crois. Oui. Le professeur Kabanda, oui. Une source de financement qui serait liée à ceux qui tiennent l'économie chez nous. Oui. On parle des Indo-Pakistanais, les Iraniens même ont été cités. Oui. Nous voyons des immeubles poussés, des supérettes, de nouvelles entreprises qui ne sont pas détenues par les Congolais, qui sont détenues par des personnes qui connaissent ce genre de problèmes, qui ont déjà été accusés plusieurs fois de soutenir le terrorisme. D'où trouvent-ils l'argent? Vous pensez qu'il y a tout de même un lien entre ces personnes qui tiennent l'économie et cette floraison du terrorisme dans l'est du pays? Partons des principes. Il y a 2 grandes écoles dans l'islam. Il y a les chiites, qui sont des Iraniens, vous l'avez dit, avec comme béquille les Hezbollah, les Libanais. Les Libanais, effectivement. Et vous avez les sunnites. Arabie Saoudite qui descend, dont les Bin Laden et autres. Regardez d'abord la Comico, la communauté islamique du Congo. C'est des tiraillements. Vous êtes à Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Il y a un bicéphalisme, en fait. Après, si vous croyez que c'est pour rien, il y a un problème réel. Il y a un problème réel. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils se battent. Pourquoi, pendant les ramadans, les gens doivent verser le sang. C'est un problème. Mais revenons. Si l'économie de notre pays, au centre-ouest, est tenue par les Indo-Pakistanais, les Libanais, mais nous devons nous poser la question, est-ce que c'est l'argent propre ou l'argent sale? J'ai dit au centre-ouest. Parce que si vous êtes à l'est, par exemple, si vous prenez les produits pétroliers, mais ce sont des Somaliens, des Kenyans. À l'est, les produits pétroliers, vous savez que le pétrole fait partie des matières stratégiques. Vous ne pouvez pas engager une guerre sans le carburant. Mais le carburant à l'est, c'est tenu par des Somaliens et des Kenyans. Donc vous comprenez que nous sommes un pays, peut-être je peux dire sauf la musique, nous-mêmes nous la produisons, nous la consommons, mais pour le reste, ce n'est pas nous. Alors,
sans blesser les sensibilités musulmanes, parmi les 5 piliers de l'islam, il y a le 3e pilier qu'on appelle les zakat ou les zakat, l'aumône. Mais il y a ceux qui payent l'aumône à dur. C'est-à-dire, si tu construis une mosquée, tu le fais pour l'honneur d'Allah. Et lorsque tu meurs, parce que tu as payé l'aumône en dur, tes péchés sont absous. Comprenez? Donc, ceux qui construisent des mosquées, on a vu aussi des Jordaniens à Beni qui ont construit des mosquées. Oui, vous l'aviez dénoncé. Je l'ai dénoncé. Et ces mosquées, quand on les construit, la Comico n'est pas au courant. Celui qui a construit la mosquée avec son argent, il nomme son imam. Vous comprenez les désordres. Donc, tout le monde peut payer l'aumône, selon ce qu'il reçoit. Mais si je paye l'aumône de 500 000 $, je vous donne, vous, imam. Après 3 mois, je vous demande l'effort de guerre. Je dis, j'ai besoin de recrues. Et vous, si vous refusez, on vous tue. Parce que vous n'avez pas servi la cause d'Allah. Vous ne contribuez pas à l'installation de l'État islamique, au califat, au retour exactement des califes. Donc, vous comprenez que dans le zakat, on trouve aussi ceux de mauvaise foi. Je souligne, parce qu'il y a des musulmans de bonne foi. Tout musulman n'est pas djihadiste, mais tout djihadiste est musulman. Ça, c'est très important. Donc, on trouve des gens qui utilisent cet argent-là pour le financement. Mais il y a aussi des petits, bon, appelons ça petits financements, comme nous le disons dans les livres. C'est-à-dire quoi? Il y a par exemple les cambistes, les bradeurs de monnaie. Il y a des cambistes dont l'argent vient des islamistes. Vous avez des taxis-motos. Parce que vous savez, la moto est un engin très important pour un islamiste. La moto entre dans la forêt, là où le véhicule ne peut pas entrer. La moto peut transporter n'importe quoi. La preuve, les 2 Britanniques, c'était sur la moto. Sur la moto, oui. Donc, vous comprenez? Ils peuvent financer les taxis-motos, ils financent des boutiques, des quincailleries, ils ont des garages. Quand ils ont besoin de fabriquer des bombes artisanales, ils ne viendront pas chez vous. Ils iront dans leur propre garage. Ils ont aussi des véhicules. Au fait, il y a toute une économie de sang qui tourne en parallèle avec l'économie de la DGI, l'économie de la DG, de la DGDA, des GERAD, qui sont des miettes. Et vous l'avez souligné, les supérettes, les supermarchés, les grandes entreprises de la RDC, c'est pas les banques même. Nous avons suivi le procès ici, le procès Kamere. Aucun Congolais n'a une banque. Aucun. Toutes les banques ne nous appartiennent pas. Pendant 60 ans, c'est quand même anormal. Et comment vous allez contrôler le flux d'argent qui passe d'une banque à l'autre? Je me rappelle encore du procès Vital Kamere. Quand le gouverneur de la Banque centrale dit on devait payer à la Socobank, mais l'argent était bloqué à la Robank ou quoi, ainsi de suite. Et toutes les opérations se sont arrêtées là. Donc, vous comprenez un peu tout cela. Donc, c'est difficile parce que le Liban est en guerre depuis des années. On bombarde, on reconstruit, et le Libanais, quel est son rôle? Aller chercher l'argent, n'importe où, mais retourner au Liban pour investir. Donc, il faudrait que nous avons une loi portant lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il faudrait que des magistrats congolais soient outillés, recyclés, outillés pour mener toutes ces enquêtes. Parce que si on ne le fait pas, on va vous accuser de diffamation, parce qu'un journaliste a dit que tel, ainsi de suite, et les magistrats qui n'ont aucune notion de l'investigation, il va vous condamner. Mais si le magistrat est formé sur l'investigation, mais c'est une porte ouverte que les journalistes lui donnent pour aller mettre de l'ordre. Donc, effectivement, le financement est là, incontrôlé comme tout est incontrôlé chez nous. Et c'est comme ça que nous voyons des immeubles, tout ça pousser. Et nous voyons, pour revenir encore à votre question, les MTM prend de l'ampleur, parce que quand les gens viennent pour enseigner, il y a aussi ceux qui viennent pour le financement. Et le financement, c'est au prorata de votre fidélité au Coran et à la Sunna. Si le groupe est fidèle, respecte tout à la lettre, il sera très bien financé. Très bien financé. Voilà. Alors, il y a
il y a des opérations qui ont été menées, qui sont menées de manière beaucoup plus intense, parce qu'on a même mis de côté les autorités politico-administratives pour qu'elles soient remplacées par des autorités militaires dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et bon, on ne fait que changer des stratégies d'une journée à une autre. Et finalement, bon, on se demande si ça va réussir ou pas. On ne sait pas, sans être prophète de malheur. Je voudrais que vous fassiez une petite analyse, que vous essayez un peu d'analyser la situation depuis le début de cet état de siège jusqu'à ce jour. La situation va en s'améliorant ou bien en se détériorant? Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Je nous renvoie au cas de l'Afghanistan. La plus puissante armée du monde, les Américains, ils ont fait 20 ans, ils n'ont pas éradiqué. Et nous vivons ce qui se passe là-bas. Ils sont même partis. Ils sont même partis parce que finalement, ils se sont dit, nous perdons beaucoup de gens, beaucoup d'argent, nous partons. Au fait, je l'ai dit tantôt, le principe dans la guerre asymétrique, c'est le renseignement. Et le renseignement, c'est la population. Si la population refuse d'être libérée, vous ne pouvez pas. Che Guevara l'a dit. On ne libère pas un peuple qui refuse. On ne peut pas coiffer votre tête si vous n'acceptez pas. Sinon, vous aurez des plaies partout, comme on le fait avec des prisonniers. Il y a un problème chez nous. Est-ce que la population, nous avons parlé de l'identité de l'ennemi, est-ce que la population est prête à collaborer sincèrement avec l'armée? Je dis directement non. Parce que quand vous suivez les discours des députés, c'est un discours ambigu. Tantôt ils vous disent nous sommes derrière l'armée, tantôt ils vous disent non, l'armée ne fait rien. Sur les réseaux sociaux, vous voyez toutes sortes d'alertes. L'ennemi est passé par ici. Il y a même ceux qui annoncent à l'avance. Prenons le cas de Bachou. Il y a eu des tueries. Mais en réalité, c'était un problème du cimetière ancestral. Ça n'avait rien à voir avec les ADF. Mais on a dit que c'était les ADF. Donc, il y a cette complicité. Nous pouvons changer de stratégie si la population, si les leaders, les notables ne sont pas avec l'armée. Rien ne va marcher. Parce que c'est le renseignement. Même si on a porté des chiens. Parce qu'on a apporté des chiens. Même si on a porté des chiens. mais parce que l'ennemi, d'ailleurs Mao disait, l'insurgé vit dans la population comme le poisson dans l'eau. L'ennemi ne porte pas d'uniforme. L'ennemi est insaisissable. L'ennemi est asymétrique. Dans la guerre asymétrique, on a ajouté les caractères hybrides. Le discours n'est pas défaitiste, chers confrères. Non, le discours signifie seulement ceci. Que les FARDC doivent toujours changer de stratégie. Mais la meilleure stratégie, c'est de créer des petites unités. Mais dans les dans les petites unités, il faut qu'il y ait les enfants du milieu. Pas ceux qui feront l'infiltration. Ceux qui connaissent le terrain et tout ça. Dans l'art de la guerre, on dit une guerre de 100 ans peut être gagnée en un seul jour. À la seule condition d'avoir des agents doubles et des infiltrés. C'est tout. Si nous n'avons pas d'infiltrés, si nous n'avons pas d'agents doubles, nous ne gagnerons jamais cette guerre. Donc le vrai problème, c'est ça. Sinon, nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Ok. Puisque nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission, je voudrais tout de même poser une dernière question avant que nous ne puissions mettre un terme à l'émission. Je voudrais que le confrère Nikez Kibelbel Oka, qui du reste, je rappelle, n'est pas du Kivu, mais il s'intéresse sérieusement à la question du Kivu, ce qui montre que le Congo est un beau pays. Il est plutôt du côté ouest, mais a mené toute sa vie, toute son intelligence, il l'a mise au profit de la paix dans la région des Grands Lacs, particulièrement le Kivu. Vous pensez que si on arrive à écouter, à lire ou à rendre opérationnel ce que vous avez mené comme investigation, ce que vous avez produit comme résultat de recherche, nous allons avoir un Congo dans la paix? Effectivement, il faut restaurer la justice militaire. Parce que la justice militaire n'est plus opérationnelle. Imaginez tous ceux qu'on avait arrêtés à l'époque du général Monkoto, paix à son âme. Ils sont où aujourd'hui? Dans les assemblées, non? Assemblée nationale, assemblée provinciale. Mais ils étaient sous sanction. Il y a même ceux
pour qui les Maïmaïs ont cassé la prison pour les faire sortir. Si nous n'avons pas de justice, nous ne trouverons pas de solution. Donc il faut nécessairement réhabiliter la justice militaire. Il ne faut pas, lorsqu'on arrête quelqu'un, que les notables ou les députés interviennent pour qu'on les libère. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans ces coins-là. Et quand ça se passe comme cela, on affaiblit l'armée. On affaiblit l'armée. Donc, nous avons espoir. Mais pour qu'il y ait espoir, nous devons prendre conscience. Cultiver le civisme. Donc, tous les Congolais. Parce que je l'ai dit, la guerre de MTM, ce n'est pas la guerre d'une communauté ethnique. C'est une guerre de la foi. Et dans la guerre de la foi, c'est la ruse qui est l'art de la guerre. Et qui est le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent. Donc, si toute la communauté nationale arrive à comprendre les dangers, si toute la communauté nationale arrive à comprendre que les choses militaires, on ne les met pas sur les réseaux sociaux, qu'on ne se moque pas de sa propre armée, parce que cette armée est créée, ou cette armée a des enfants qui sont des Congolais. Que dans toutes les armées du monde, il y a des infiltrés. Même dans la Bible, il y a eu des infiltrés. Et que nous devons soutenir l'armée, que nous devons renseigner l'armée, que nous devons être exigeants du gouvernement pour le contrôle des fonds qu'il met pour la paix. Si nous réussissons cela, justice militaire, contrôle en amont comme en aval, soutien total à notre armée, patriotisme, avoir cet amour du pays, pas à mettre notre pays sur les réseaux sociaux, à ne pas généraliser sur les brebis galeuses qui sont dans l'armée, et à prier pour cette armée, parce que les aumôneries militaires sont dirigées en principe par les évêques, les prêtres et autres, les pasteurs. Si tous nous ne faisons pas tout cela, nous perdrons ce pays, la balkanisation va arriver. Mais nous avons espoir que les Congolais comprennent déjà, parce que ça fait plus de 10 ans que nous parlons, et petit à petit, les discours changent. Et c'est comme ça que nous avons foi. Merci beaucoup, estimé confrère Nikez Kibelbeloka. Bon retour chez vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Chaque fois que vous êtes à Kinshasa, nous ne cessons de saisir cette opportunité pour échanger avec vous, car ça permet à nos nombreux téléspectateurs, particulièrement de BSC Télévision, d'être suffisamment nourris et outillés pour mieux appréhender ce civisme qui aidera le Congo à aller de l'avant. Merci beaucoup et très bonne suite des programmes sur BSC Télévision. Au revoir. Merci beaucoup, réel plaisir. Merci à vous, mon frère. Merci.